Bon, ben, on va commencer. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour cette conférence inaugurale d'un site sur Tony Garnier, et plus spécifiquement ce soir. Donc, on va parler de la BD que vous avez entre les mains, qu'on a posée sur les premiers rangs. Pour celles et ceux qui en ont pas, si tout le monde, enfin, faites-nous un petit signe. Alors, on vous la donnera pas, on vous la prêtera le temps de la conf. Et donc, on va vous parler de cette BD et de donc la vie de Tony Garnier en 12 pages, puisque c'est une BD qui fait 12 pages. Et donc, on va se présenter. Moi, je m'appelle Samuel Goyet, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 en sciences de l'information et de la communication, et je travaille sur les rapports texte-image, sur l'écriture, le langage des médias, ce que peut dire la bande dessinée notamment. Donc voilà, moi j'interviens en tant qu'enseignant-chercheur. Et à mes côtés, donc j'ai Christophe Fournier. Voilà, donc auteur de BD, et là-dessus je suis et illustrateur et scénariste, donc auteur à tous les sens du terme. Voilà, essentiellement c'est la bande dessinée qui m'occupe, raconter surtout, y compris pour des supports documentaires, la fiction, et supports documentaires qui peuvent être aussi vidéo. Donc ce que vous tenez dans les mains, c'est une publication locale assez caractéristique, enfin assez particulière. Donc les rues de Lyon, on a le petit bandeau qui est là. Sam, je peux te laisser peut-être gérer juste ça, parce que déjà c'est Mac et que j'ai pas j'arrive moins avec ça. Alors les rues de Lyon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu? Non, certains, je vois. Alors c'est une revue de bande dessinée mensuelle, documentaire, qui est édité à 3000 exemplaires. Tous les mois, ce n'est pas le même auteur qui signe le numéro. Ça peut être aussi d'ailleurs un binôme scénariste illustrateur de bande dessinée. Et la structure éditoriale s'appelle l'épicerie séquentielle. Peut-être on peut faire un petit point historique sur l'épicerie d'abord. On va commencer par ça. On va vous expliquer un petit peu comment va prendre quelle forme va prendre cette conférence. Donc on est parti pour à peu près 1 heure. On a pensé ça comme 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure de dialogue entre nous deux. On va procéder en 5 temps. On va commencer justement par évoquer l'épicerie séquentielle, enfin la publication, les rues de Lyon. Ensuite, on va un petit peu, vu qu'on est ici aux archives municipales, qu'on remercie d'ailleurs de nous accueillir aujourd'hui, dans le cadre donc des 150 ans de la naissance de Tony Garnier, on va faire un petit point sur ce que c'est que le travail des archives en bande dessinée, c'est-à-dire comment on convoque, tu me reprends, donc on va se couper régulièrement, enfin on verra, mais comment on convoque en fait des documents d'archives pour écrire une bande dessinée, dans le cas de Tony Garnier. Un troisième point, je pense, sera consacré à Tony Garnier, pas forcément en tant qu'architecte, mais en tant que dessinateur, parce qu'en fait c'est comme ça que Christophe a eu le contact ou l'idée, l'affect, le sentiment qui lui a permis, je m'avance un peu, mais qui lui a permis d'écrire cette BD de cette façon-là. On passera un petit moment aussi ensuite sur comment on traduit dans un langage de BD ces documents d'archives, cette vision qu'avait Tony Garnier de la ville. Et puis on finira sur un propos ce qu'on pourrait appeler la poétique de la BD, c'est-à-dire c'est quoi l'écriture de la bande dessinée, comment on écrit une bande dessinée, qu'est-ce que la BD peut dire de particulier en tant que média, en tant que mode d'expression. Voilà un petit peu ce qu'on va couvrir comme champ. Et ouais, du coup, donc on va peut-être commencer par là. Peut-être tu peux nous parler des rues de Lyon. Alors juste encore un petit point logistique. On vous a mis des images qu'on n'a pas forcément organisées sous forme de PowerPoint ou de diapo linéaire. On va passer de l'un à l'autre parce que c'est aussi comme ça que Christophe et que moi on pense, par théâtre répertoire d'images, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on revienne un petit peu ou qu'on va trop vite, n'hésitez pas à nous dire, hop, est-ce que vous pouvez juste revenir sur cette image-là, etc. On prendra le temps de voir ça. Ok ? Donc ouais, on va peut-être commencer par les rues de Lyon pour que ça soit bien clair. C'est quoi le projet éditorial dans lequel prend part cette BD que vous avez dans les mains ? Ouais. Donc ça, c'est le numéro de novembre que vous avez dans les mains.
La sortie est contextuelle puisque c'était l'inauguration entre mi-octobre et même ce soir à la Fondation Renault au Fort Devèze. C'est l'inauguration de la dernière exposition sur Tony Garnier, sur son œuvre libre. Il y a eu celle du maire et l'architecte, donc abritée par les archives il y a près de 3 semaines maintenant. Et au musée urbain Tony Garnier aussi. Donc, les rues de Lyon, à la base, c'est une sorte d'accident ou d'anomalie éditoriale. C'est des auteurs. Alors, c'est une maison d'édition faite par les auteurs pour les auteurs, qui se passe des éditeurs, mais pas des libraires. Donc, ce que vous tenez dans la main est le fruit d'une poétique d'auteurs, on va dire, un petit peu éprouvé, un petit peu déçu par le système éditorial. Et la revue a été créée il y a 4 ans et demi maintenant. Donc, tous les mois, il y a des auteurs, une soixantaine bénévoles lyonnais. Là-dedans, il y a des gens qui ont plus de 30 albums de BD derrière eux. Il y a des petits nouveaux qui commencent, etc. Et chacun occupe un maillon de la chaîne. Ça peut être la maquette, ça peut être effectivement l'écriture, le dessin des revues, la comptabilité, la communication, livré avec sa voiture, avec son vélo ou livré à pied. Donc c'est le fruit d'une concertation, de déception et d'une crise du livre, si tu veux. Du coup, il n'y a pas de distinction comme dans les maisons d'édition traditionnelles entre illustrateurs, scénaristes, etc. Non, aucune. Vous faites un petit peu tous les... Non, aucune, parce que mon éditeur ou mon maquettiste dessine aussi ou écrit de la bande dessinée. Donc c'est de la bande dessinée documentaire historique sur Lyon. En décembre, ce sera le 60e numéro, ça va faire 600 pages d'histoire sur Lyon en bande dessinée. Et si je dis pas de bêtises, ça m'en fait près de 700 même avec les hors-séries. Et on a une cinquantaine de librairies intramuros qui nous suivent. Et donc c'est devenu c'est largement identifié chez les libraires et chez les lecteurs. Pour vous donner une idée, un ordre d'idée, ce lectorat de niche, on ne savait pas qu'il existait. On sait que les Lyonnais sont restés au courant de ce que fait leur ville, de l'histoire de leur quartier, etc. Mais on pensait pas qu'il y avait un lectorat à ce point diversifié sur la BD documentaire historique. Et on a un lectorat qui ne lit pas de BD d'habitude. C'est peut-être un lectorat qui est plus proche du public qui vient justement aux archives. Donc même nous en festival, on commence à peine d'identifier maintenant vraiment notre lectorat. Et donc chaque numéro, on est d'accord, c'est sur un aspect de oui. ou de l'histoire de la ville de Lyon. Les rues de Lyon, c'est simplement une accroche pour le titre, mais on s'interdit pas d'aller fouiller l'Antiquité à la fondation de Miniatus Plancus, par exemple. C'est le numéro qui précède le mien, comme par exemple pour celui de décembre sur les bombardements de 44, etc. Donc il y a vraiment il n'y a pas un comité de lecture qui va décider exactement de ce qu'on va faire au mois. Après, il se trouve que pour Tony Garnier, je savais qu'il y avait des échéances en novembre, donc j'ai tout fait pour être à l'heure dans les temps, et de dire novembre, s'il vous plaît, laissez-le moi, parce que je pense que c'est mieux de sortir une bande dessinée une fois que les lecteurs la referment, puissent aller voir des expositions qui sont connectées bien sûr. Au sujet. Donc ça, c'est aussi l'avantage de faire de la bande dessinée avec des sujets locaux, c'est que tu peux être connecté directement. Ouais, vous m'entendez bien, hein. Tu peux être connecté directement avec ce qui se passe autour, avec des contextes culturels, politiques, des institutions comme ici. Ouais, c'est exactement. Du coup, les institutions peuvent aussi pas accélérer le calendrier, mais en tout cas influencer pas mal le calendrier de publication, comme là c'est le cas. Ça arrive parce qu'on a l'an dernier il y avait le centenaire de la commémoration de la Première Guerre mondiale, enfin de l'armistice du moins, et ça nous a été suggéré par l'adjoint à la culture du maire, littéralement, qui est abonné à la revue. Donc il nous a dit, vous avez pensé à faire quelque chose il y a 2 ans? On a dit non, mais en fait, enfin on a dit oui, mais on n'avait rien pensé du tout. Pardon. Donc c'est cette publication-là, Lyon 14-18, la vie à l'arrière. Alors on vous la montre à plusieurs titres parce que il se trouve que j'ai déjà fait une bande dessinée sur Tony Garnier dans ce contexte-là. C'est un sujet sur la commémoration puisque Tony Garnier avait réalisé le. Elle est là. Elle est juste là. Ouais, c'est ça. L'Athéna de Tony Garnier, qui est une BD sur un projet. L'Athéna de Tony Garnier, c'est un projet avorté de monument commémoratif assez monumental au bout du boulevard de la Croix-Rousse. Là où il y a le gros caillou. Là où il y a le gros caillou, vers la place Bellevue, et qui a en fait une genèse et aussi une continuité jusqu'à l'île aux souvenirs, au parc de la Tête d'Or, dont la réelle devise est Philae. On en reparlera tout à l'heure. Moi, je voulais aussi décortiquer cet objet. Là, donc en fait, c'est un objet qui a une pièce d'archive. On a imité littéralement une enveloppe d'archives et on a demandé la permission, notamment aux archives municipales, au fond du musée Gadagne et à des
et à des ayants droit d'un monsieur qui est plus ou moins pas de la famille de Laurent Mourguet, mais tu vois, il y a plein de gens qui ont repris. Guignol, qui était devenu aussi une figure de l'anarchisme et une feuille de chou un petit peu. Guignol le journal. Là, ouais, Guignol le journal. C'est un journal. Et il y a des ayants droit, donc ils nous ont très gentiment donné l'autorisation aussi de reproduction des documents d'archives à l'échelle, en changeant aussi les natures de papier. Donc c'est vraiment la chose la plus aboutie qu'on ait fait avec des services d'archives, sur une suggestion un petit peu anecdotique comme ça au départ d'une institution culturelle et politique. Mais d'habitude ça se fait pas du tout comme ça. En fait, au sein des rues de Lyon, on a tous des affects avec des sujets, des petites marottes qu'on a. Peut-être parce qu'on vient du 7e, peut-être parce qu'on vient du 2e arrondissement, des choses toutes bêtes, ou l'histoire d'une grand-mère, ce genre de choses-là qui t'ont, tu vois, si t'as grandi vers les abattoirs typiquement, ouais, bien sûr. ou les familles italiennes, ce genre de choses. Donc en fait ça part comme ça, quelqu'un dit bah moi j'ai ça, j'ai commencé à l'écrire, et après on donne un coup de pouce, et surtout on se laisse l'auteur se débrouiller pour qu'il puisse réaliser son propre truc, sa propre écriture, signer ses propres erreurs aussi. Et après on commence à storyboarder, on valide au storyboard, et là on crée un agenda. Des fois on a 2 numéros d'avance. Le storyboard. Alors le storyboard, en fait, je lui demande de détailler les termes techniques, hein, parce que le storyboard c'est un terme propre au cinéma. Là, je l'ai abordé de manière un peu automatique, mais c'est découper en fait. Là, un Rue de Lyon, c'est 10 pages de BD. Vous découpez en 10 pages votre histoire pour que ça rentre. Ça peut être des cases, ça peut être aussi des doubles pages un peu plus, des jeux de texte-image un petit peu plus éclatés. Mais le découpage, en fait, c'est ça. C'est quelle place prend votre dessin, quelle place prend votre texte. Faire une séquence rythmée, simplement. Est-ce que c'est dialogué, est-ce que c'est un biopic, ou est-ce que c'est plus factuel, un petit peu. Donc le découpage, c'est ça, ou le storyboard. On va revenir là-dessus de toute façon après. On va vous montrer les étapes de la production de cette BD pour que vous puissiez bien voir, pour qu'on puisse bien comprendre comment elle est née et comment, à partir des archives, des documents d'archives, on crée une BD avec un langage spécifique. Peut-être il faut revenir un petit peu sur un terme que tu as utilisé qui est la bande dessinée documentaire. Ça c'est un truc assez particulier aux rues de Lyon, c'est pas toutes les bandes dessinées qui sont documentaires. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Je sais pas si vous êtes familier du terme bande dessinée documentaire, mais c'est quelque chose qui est apparu et qui a eu beaucoup de succès récemment. On va juste revenir un petit peu parce que l'histoire en fait des rues de Lyon est liée intimement à ça. Ouais, bien sûr. Il y a le plus gros on va dire, il y a un événement, il y a une réalité culturelle depuis 5 ans qui fait que la bande dessinée culturelle a pris multiples formes et a contaminé littéralement toutes les librairies généralistes. On parle pas du tout de librairies de bande dessinée. D'ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure qu'on était diffusé par une 50aine de librairies à Lyon, il y a 10 BD, il y a 10 librairies spécialisées sur la bande dessinée. Donc il y en a une 40aine littéralement qui vendent de la littérature, jeunesse, adulte, des essais, pièces de théâtre, etc. Donc là, ce que vous voyez, c'est la revue dessinée. Donc c'est une des revues de bande dessinée les plus diffusées, au tirage le plus énorme et le plus présent. Il y a toutes les stars de la bande dessinée qui participent plus ou moins. Et ça peut être du reportage d'investigation, ça peut être du documentaire historique plus comme on fait aux rues de Lyon, et ça peut être aussi de la mise en image parfois d'articles de journaux. Et c'est fait avec des journalistes. C'est fait avec des journalistes. Les scénaristes sont journalistes. Donc en fait c'est intéressant parce que c'est vraiment un format médiatique hybride en fait. Ah oui, complètement hybride. Même dans la façon de le fabriquer. Mais même le nom, c'est pas des livres ou des revues. Le vrai nom, c'est MOOC. C'est à la fois magazine et book. Et c'est c'est pas très, ça va pas, comment dire, c'est pas une info de première. Non, mais ça fait partie des. Mais c'est pas considéré comme une revue ou un magazine. C'est un statut hybride. Ouais. Ça fait partie des nombreuses productions médiatiques hybrides qu'on voit arriver dans l'édition, mais. Pour l'anecdote, d'ailleurs, les fondateurs de la revue dessinée, dedans, il y a 2 fondateurs des rues de Lyon qui ont historiquement fondé cette revue-là, la revue dessinée. Donc en fait, les rues de Lyon, ça fait partie de ce mouvement-là à l'échelle locale de la ville. Ça fait partie d'un mouvement éditorial plus large qui est de dire en fait la bande dessinée peut produire pas seulement un discours de fiction comme on a l'habitude de l'entendre. Les grandes, je vais citer des exemples bateaux, mais bon, Astérix et tout le reste, tous les comics américains. Ça peut aussi produire du discours d'information au sens où ça vient dire de façon un peu différente ce que peut dire un journaliste ou un reporter ou voilà. Donc ça fait partie de ce truc-là, peut-être avec une focale plus historique dans le cas des rues de Lyon. Oui, historique. Bien qu'en fait, ça c'est des MOOC aussi, 21. Ça c'est la revue 21, c'est aussi une énorme, c'est des énormes Vous avez tirages. sûrement vu ça dans les librairies. C'est sur les comptoirs des librairies, absolument.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste pour revenir sur ce que tu disais, c'était plus documentaire historique pour les rues de Lyon. Ça doit être un truc genre, peut-être je dis une bêtise, 80% de ce qu'on fait. Il y a toujours il y a des catégories de rues de Lyon. Celui-ci, c'est portrait. Donc c'est une manière d'évoquer la biographie de quelqu'un. Il y a aussi une forme plus reportage. Notamment lorsque c'est, par exemple, on avait fait quelque chose sur l'agriculture dans le Rhône, et notamment sur les produits, sur les variétés de légumes qui n'étaient présentes que dans le Rhône à travers les époques, jusqu'à en fait des productions locales qui ont repris ces sortes de une sorte de pépinière qui l'ont remodernisé, etc. Donc il y a des choses comme ça assez diverses. Aussi sur le jardin Rosamire, pareil en fait. Le monsieur qui a créé le jardin, il y a sa fille qui est encore vivante et c'est elle qui est dans le rue de Lyon et qui témoigne de son grand-père. Donc c'est à chaque fois il y a un point de vue d'auteur qui peut être un décalage et qui n'est pour éviter la forme biopic par exemple, mieux vaut voir le descendant et faire un reportage pour parler d'une situation plutôt que de faire le portrait de l'ancêtre quoi, du fondateur ou de quelque chose, on va voir aujourd'hui les descendants, où est-ce que etc. à la maison. C'est ça. Et on a aussi des journalistes qui intègrent l'épicerie séquentielle, donc qui font du bénévolat, des livraisons par exemple, ou qui s'occupent de la comptabilité ou de la com. Et en contrepartie, s'ils viennent ici, c'est qu'ils veulent raconter de la BD, parce que c'est quand même la contrainte. C'est un système bénévole, mais la contrainte, c'est vous voulez venir, c'est parce que vous voulez faire de la BD, oui. Proposez votre truc, et puis après, il y a toujours moyen, de toute façon, ça nous demande énormément d'efforts, surtout qu'on grossit, donc il y a toujours de la place pour œuvrer, tu vois. Mais il y a au moins 3-4 journalistes qui ont fait des scénarios pour les rues de Lyon aussi. Ouais. Ah oui, alors bonne question. Là-dedans, il y a une double racine. Moi, j'y suis pour rien. Hein, c'est Olivier Jouvray là, qui a décidé ça avec d'autres gens. Séquentiel. Quand on parle d'art séquentiel, c'est des universitaires, surtout américains, notamment un auteur américain qui s'appelle Scott McCloud, qui a édité un essai sous forme de bande dessinée qui s'appelle L'art invisible, et il a défini une définition de la bande dessinée qui est maintenant dans tous les dicos, c'est l'art séquentiel. Avant, il y avait Will Eisner aussi, un autre auteur américain qui avait déjà Scott McCloud parachève cette définition, mais Will Eisner avait déjà défini en des termes, on va dire, plus scientifiques, sciences humaines, on va dire, ce qu'est la bande dessinée. La séquence, c'est le découpage. Le storyboard, on dit ou découpage ou séquencier, mais on ne dit quasiment jamais, pour ainsi dire. Et la séquence, c'est la case avec l'ellipse, c'est-à-dire le vide que vous avez entre deux cases. C'est-à-dire, pour ceux qui écoutent les podcasts, ça va être, en gros, si par exemple vous avez une case avec quelqu'un qui poursuit quelqu'un, c'est vraiment une scène débile. Un mec avec une hache dans une ruelle sombre, qui poursuit quelqu'un pour le tuer par exemple. Fin de la case, vous avez donc l'ellipse. Deuxième case, une vue dans la nuit d'une ville et un grand cri dans la nuit. Vous pouvez supposer, l'ellipse, c'est, il l'a tué a priori, cette personne. Et cette personne pousse un dernier cri, voilà. Ça s'appelle, c'est l'art séquentiel. En 2 cases, on a pu suggérer, le travail du lecteur, c'est comme sur un banc de montage vidéo, c'est lui qui a en réalité conclu cette petite histoire tout seul. C'est l'idée de séquence, c'est des auteurs. Évidemment, ça fallait que énormément d'odeurs. Ouais, exactement. En atelier, c'est des auteurs de BD, notamment donc Will Eisner qui a donné son nom au prix Eisner, qui a parlé de c'est un peu comme les Oscars de la BD, mais aux États-Unis, voilà. Qui s'interrogeait sur c'est quoi la BD en fait en tant que média, c'est quoi notre spécificité à nous en tant qu'auteur de BD qui fait qu'on fait pas de l'illustration par exemple, qui fait qu'on fait pas de l'affiche. Il a dit en fait on fait des séquences. Et on fait des séquences un peu comme au cinéma, mais pas pareil, parce qu'au cinéma, on voit une image sur le même support. Là, ce qui est bizarre avec la bande dessinée, c'est qu'on voit la séquence d'images sur la même page. Donc c'est à nous, en fait, d'aller remettre l'ordre, en fait. Et pour l'épicerie, puisque c'est épicerie séquentielle, c'est plus obscur. Non, oui, c'est ça. L'idée de circuit court et de BD local, ça venait des locavores, je crois. Ouais, c'est ça. Des locavores. Et l'idée d'épicerie, comme ça pouvait être une épicerie solidaire, je crois que c'est ça l'idée, c'était de joindre les deux mots. Ouais. Je suis presque sûr que c'est ça. Voilà, d'où l'épicerie séquentielle. Donc à la fois réfléchir sur ce que peut dire la BD, la séquence, et dans quel système économique elle peut prendre part en fait. Dans un truc un peu plus de couper les intermédiaires, de faire appel à des gens du cru. Dernière chose peut-être sur le modèle économique de cette association. Et après on va avancer parce que
Donc vous avez vu que ça coûte 3 euros. Alors sur 3 euros, il y a 1 euro pour le libraire, 1 euro pour l'auteur et 1 euro pour la structure. Et là-dedans sont compris les frais d'impression. Donc on travaille à 3. On va voir nos imprimeurs, on travaille très étroitement avec eux. C'est-à-dire qu'on va les voir sur place, c'est imprimé à Brignais, donc c'est vraiment à côté. Tous les libraires sont entre Villeurbanne, Bron, Lyon, intramuros. Et ensuite, donc voilà, nous touchons 33% de droits d'auteur, ce qui est une anomalie absolue. Ma foi, à peu près 12, ça fait quoi, après, si t'es 2, ça fait 50 centimes par personne. Ouais. Donc en fait, on a cassé la chaîne du livre et on a à peu près enlevé le tiers qui est d'habitude dévolu à la diffusion et à la distribution. C'est-à-dire les poids lourds sur les autoroutes, voilà, et puis la diff, c'est-à-dire vous avez des chargés de diffusion, enfin des diffuseurs qui s'occupent de certaines librairies. Peut-être pas de Cultura et la Fnac. Alors ils vont s'occuper peut-être de librairies plus indépendantes, etc. Vous avez d'autres diffuseurs qui coûtent encore plus cher, qui ont un plus vaste réseau de diffusion. Donc c'est nous qui livrons, c'est nous qui diffusons. Donc ce n'est pas compris dans le prix du livre. Donc voilà. Du coup, on va peut-être. Bon, là, je vous ai mis rapidement un petit extrait de la première page. Hein. C'est ça, c'est la première. C'est la première page de Lyon 14-18. De Lyon 14-18. Donc la BD, la première fois que Christophe a commencé à travailler sur la figure de Tony Garnier, sur ce fameux monument aux morts, qui n'est pas là dans la BD que vous tenez entre les main. Par contre, vous reconnaissez la typo du titre parce que bon, ça a été déjà travaillé. Je crois que tu avais un peu bossé. Non, je pense qu'il y a comme ça. Ouais, on voulait évoquer. Alors justement, en fait, quel est le lien avec nous? Pourquoi on parle aussi de la BD documentaire? Parce que à partir du moment où on fait de la BD documentaire, qu'on a vocation à produire un discours qui est aussi un discours sur l'histoire, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va être en prise avec des documents historiques, ok. Et ça va être tout l'enjeu en fait, d'essayer de trouver un angle, d'essayer de travailler les archives, ok, pour justement se dire bon bah, tu me coupes si je dis des bêtises parce que là je parle un peu en ton nom, mais pour essayer de se dire bon bah en fait qu'est-ce que je vais raconter de Tony Garnier finalement, qu'est-ce que je vais dire de lui, est-ce que je vais raconter le Tony Garnier architecte, est-ce que je vais raconter comme c'est dans le cadre de l'Athéna, un espèce de Tony Garnier fasciné par les temples égyptiens, par une mystique en fait de la ville et de la mort, ou est-ce que je vais trouver une autre piste? Et du coup ça serait peut-être pas mal qu'on parle de ça maintenant, un peu de ton rapport aux documents d'archives que tu as été consulté ici et ailleurs, parce qu'il y a un problème. On a un problème avec les archives Garnier. Oui, il y a un petit souci. Le premier souci avec les archives de Garnier, c'est qu'il n'y a pas de fonds unifiés, au point que, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir, sans compter les collectionneurs privés, il y a 6 institutions qui conservent le fonds Garnier, plans, dessins, ce genre de choses. Donc les archives municipales, le musée des Beaux-Arts de Lyon, la Fondation Renault, le musée Gadagne, le musée urbain, la Société d'architecture de Lyon. Alors quand on écrit un scénario, c'est un désavantage parce que vu que ça n'est pas unifié, ça suppose plus d'intermédiaires humains pour avoir accès aux documents. C'est pas toujours simple. Aux archives, c'est facile parce que c'est un droit. Donc tu te fais une carte de lecteur, tu t'informes et tu as le droit de consulter tout ce que tu veux. Et on t'aiguille parce que c'est pas inné de chercher dans les archives. Donc il y a ça. Mais l'avantage, c'est que avec un fond aussi atomisé, on va dire, on rencontre en fait toutes les institutions lyonnaises. Et il y a à peu près autant de manières de raconter Garnier que de fonds Garnier. Parce qu'à la Fondation Renault, ils ont toute son œuvre personnelle que peu de gens connaissent. Donc je vous invite là, l'expo est inaugurée ce soir à la Fondation Renault. Elle sera à partir allez-y, mais pas ce soir. Pas ce soir, allez-y, mais pas ce soir. Oui. Ici, il y a évidemment tout ce qui est plus appel d'offres, Si ici, aux archives, il y a une expo sur le maire et l'architecte, c'est on peut vraiment remonter le fil de la commande publique. Bien naturellement, ce genre de choses-là. Et au musée des Beaux-Arts de Lyon, ils ont un des fonds les plus conséquents, qui est sur beaucoup des rendus de ces projets, des dessins vraiment assez impressionnants. Et moi, quand je suis revenu à Lyon après mes études aux Beaux-Arts, aux Arts Déco ici, j'avais des velléités de rejoindre l'épicerie séquentielle, et je connaissais Tony Garnier parce que j'allais au stade comme tout le monde, j'allais à Gerland où je connaissais la halle, quoi. Mais je savais pas que c'était un dessinateur complètement fou. Enfin, c'est un dessinateur hallucinant, et c'est notoire, c'est-à-dire qu'il y a début du 20e, fin 19e, des publications d'architecture qui reconnaissent un talent assez hallucinant pour un architecte.
Et je suis tombé sur en fait les dessins des monuments aux morts et je me demandais à quoi ça servait. Enfin, est-ce que ça avait été réalisé, tout ça. Enfin, je savais pertinemment que non, puisque bon, j'ai un temple au bout de la Croix-Rousse, j'y suis né, a priori, je l'aurais vu. Et il y avait il y avait anguille sous roche. Et quand j'ai commencé à embêter un petit peu les institutions, je suis tombé, j'ai pris 1000 photos. Je suis tombé, par exemple, ça fait partie de son œuvre mortuaire. Mais c'est des dessins, comment dire ça ? C'est l'œuvre libre. Donc si tu veux, c'est plutôt une pensée de la poétique mortuaire, c'est pas des choses qu'il voulait réaliser, ça. C'est plus du tout en lien avec la commande publique, avec le boulot qu'il a fait avec Herriot, etc. Ouais. D'accord. Et ça m'a fasciné parce que je me suis dit, j'ai peut-être un angle pour raconter un Tony Garnier en fait qui n'est pas forcément. Enfin, je pouvais faire un pas de côté et ne pas m'obliger à raconter la relation avec Herriot, avec la commande publique, avec l'hygiénisme, avec l'urbanisme, avec ce qu'on appelle les sciences municipales. C'est tout ça, c'est l'olympisme aussi avec le sport, etc. Ce qu'on voit, je sais pas si vous avez été à l'expo, mais c'est exactement l'angle qui a été pris ici pour l'exposition. Mais qui est ce qui est normal, c'est le maire et l'architecte. Il y a une visée éditoriale dans l'exposition. C'était ça mon gros. L'affect premier, c'était de trouver des dessins pareils. Et de voir un gars qui avait une dimension presque un peu Piranesi, c'est un graveur italien qui fait des architectures imaginaires, notamment ce qu'on appelle des caprices, c'est-à-dire des énormes prisons, des dédales, ce genre de choses, et des temples qui n'existent pas. Et dans cette poétique mortuaire, mystique, méditerranéenne, lyonnaise, on sait pas trop quoi, j'ai trouvé un charme hallucinant. Et il y a en fait un livre qui existe, que Philippe Duffieux a écrit, et qui raconte cette poétique-là, d'où elle vient, pourquoi Garnier fait ce qu'il fait, etc. Donc j'arrivais pas à écrire ce Rue de Lyon parce que c'était forcer le portrait. Tu parles de ce Rue de Lyon là? Ouais. Non. La première fois que j'ai rencontré Garnier, c'était pour l'œuvre mortuaire. Ouais, c'est ça. Et j'ai proposé au Rue de Lyon un portrait de Garnier plus antiquisant, constructeur de poétique, etc. Je me suis dit, personne sait, je vais vulgariser cette personnalité de lui. Et c'était impossible à écrire. Et quand on a commencé à échafauder le projet Lyon 14-18, j'ai dédié toute cette histoire à la commémoration et j'ai vraiment pu décliner tout ça. Donc ça, c'est des dessins. C'est la première rencontre avec Garnier, c'était vraiment ces dessins-là. C'était autour des dessins qu'on voit là. Ouais, entre autres. Ça, c'est du mobilier. En fait, on sait jamais vraiment si c'est du mobilier de jardin ou si c'est des tombeaux, mais c'est du mobilier de jardin qu'on voit. Donc ça, c'est des dessins. Ça c'est un. Ouais. En fait, il y a toute une ville, ce qu'on a appelé, des historiens. Ça, vous l'avez là aussi. On appelé la Cité Céleste ou la Cité du Souvenir. C'est Catherine Chambon qui appelle ça comme ça, la directrice du musée urbain Tony Garnier. C'est toutes ces œuvres lacustres, donc à moitié lagunaires, un peu comme Venise. Toutes ces stèles, tous ces grands. Tu peux continuer, il y en a encore un paquet. Vous me dites ça, si par exemple, par exemple, c'est une ancienne version de l'île du Souvenir. Les colonnes n'ont pas été construites. On la reconnaît un petit peu d'ailleurs. On la reconnaît un peu. Et c'est un vocabulaire totalement égyptien. Et d'où la véritable devise de l'île au Souvenir sur le parc de la Tête d'Or qui s'appelle Philae. Philae, c'est un temple dédié au culte d'Osiris, vers Assouan, donc sur le Nil bien sûr. Il n'y a pas de pont, il n'y a que cette cambarque. À l'époque, il n'y avait pas de tunnel. C'était pas la volonté de Garnier. C'était vraiment d'aller en fait voir les morts, si tu veux, en barque. Et ça posait beaucoup de problèmes parce qu'à l'époque, les commémorations, ça avait une autre ampleur, donc on l'a imposé de construire. On n'allait pas ramener tous les poilus en barque, etc. Non, c'était compliqué. Ça allait être un peu lourd. Ça allait être un petit peu compliqué. Ouais. Donc tu tombes sur Garnier là-dessus. Peut-être tu veux qu'on parle un petit peu de la face. Ouais, alors ça on reconnaît un petit peu l'île aux morts aussi. Et en fait là, ça c'est typiquement un dessin que vous retrouvez dans le portrait. C'est la page 8. C'est la page 8, ouais, c'est ça. Vous la retrouvez, page 8-9, enfin c'est la double. Peut-être, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont là, vous voyez, c'est en bas, c'est quand Garnier, Le Corbusier tanne Garnier en disant vous ferez école, etc. Et puis Garnier, il part sur sa barque avec. En fait, voilà, dans cette scène-là, il y a le Corbusier. On reviendra parce que faut peut-être raconter la chose. Mais si tu veux bien, moi j'aurais bien aimé qu'on revienne juste sur les dessins, etc. Ouais, bien sûr. C'est que le gros truc, c'est ce qui nous donne le plus de l'énergie pour la recherche documentaire et pour investiguer. C'est souvent on va dire entre guillemets les premiers amours, les trucs les plus séduisants que t'as avec le sujet. Et souvent c'est pas toujours des bonnes pistes. Donc typiquement il y avait un angle au début
qui ne marchait pas, c'était de raconter Garnier que sous le prisme de ses dessins imaginaires parce que ça avait beaucoup d'attrait pour moi. Et ensuite, il y a un autre truc qui fait pas consensus parmi les historiens, c'est l'héritage zolien, enfin de l'œuvre d'Émile Zola chez Garnier. Par dessin imaginaire, juste, je précise, ouais. T'entends tous les dessins qui sont pas des commandes ou pas des dessins techniques d'architecture pour Absolument. Réaliser des bâtiments. Ouais. C'est-à-dire des moments où Garnier se dit, bon, je vais dessiner un peu ce que j'ai dans la tête, quoi, qui est une île aux morts ou un. Mais il y a mais il a une vraie théorie, mais qui n'est pas. Ça veut pas dire que c'est des dessins innocents, loin de là. Non, hein, ça infuse sa création, mais il travaille autre chose. Il travaille un autre aspect de sa. Et en fait, quand tu disais tout à l'heure, comment on écrit une BD documentaire sur un sujet qui a été écrit par 10 spécialistes qui ont chacun leur vie avec ce truc-là. 12 expositions. Déjà, les 12 expositions qui existent, déjà tu les lis tous, déjà tu vois toutes les expos. Alors là, les expos en cours, je les ai découvertes quand j'avais terminé la publication, et tu vas rencontrer les historiens, etc. Et tu leur dis, mais là, ça fait pas consensus, vous pensez pas que ça serait un truc à développer? Souvent, déjà, en fait, ils comprennent pas qu'un dessinateur de BD s'intéresse à ce qu'ils font, donc souvent ils sont très accueillants et ils te disent de te méfier aussi s'il n'y a pas de publication, c'est qu'il manque justement d'archives ou de pièces. Donc parfois tu cherches, tu trouves tout ce qu'il y a de plus fantasmagorique. Là chez Garnier, il y en a peut-être 200, 300 des dessins comme ça. Et c'est au-delà de ce que t'espérais. Et puis surtout, quand tu commences à creuser, à trouver enfin des choses qui n'ont pas été investiguées, parce que toi t'arrives, tu te dis je vais tout casser, tu vois, je vais raconter le Garnier que personne n'a raconté. Et en fait, il y a des bonnes raisons à ça. Donc il faut se méfier de ces miroirs aux alouettes. J'ai voulu raconter aussi, parce que Garnier en fait cite Émile Zola à plusieurs reprises dans ses dessins. Il réécrit, il a un projet de bourse du travail où il met en fait il fait mouler dans le béton armé pour un projet de bourse du travail Place Jean Massé qui n'a pas été réalisé, y compris Place Jean Massé, des morceaux de romans de Émile Zola, notamment Travail, qui est un de ses derniers romans. Qui est un argumentaire sur l'éthique, la justice sociale par l'architecture, et le héros du roman est un architecte. Tu l'as Non, je l'ai pas malheureusement celle-ci. Non, je l'ai pas. On va revenir sur. Et ça a causé ça a beaucoup embrouillé les historiens, mais un jour un élève de Garnier lui a posé la question et Garnier n'a pas dit qu'il avait pas lu, il a dit qu'il avait dressé le même idéal en même temps que Zola. Et c'est très clair parce qu'il commence la cité industrielle, Garnier, son projet en fait de manifeste, enfin pas un manifeste mais c'est un projet de cité moderne. Il le fait il le fait pendant que c'est publié à l'Aurore en feuilleton, et il peut pas avoir vraiment connaissance du texte. Donc bon, c'était pas la bonne piste, c'était encore une mauvaise piste. Ah ouais, donc en gros, tu as le Tony Garnier que tu avais dépeint dans Lyon 14-18 qui était espèce de mystique attiré par l'Égypte, les temples, la mort, quoi. Enfin, sur sa barque, pour caricaturer, évidemment. Un peu fort. Voilà, la mystique, c'est un peu fort, mais en tout cas, ce Garnier-là, t'as le Garnier qui est le Garnier qui écrit au même moment que Zola et qui est dans ce thème de réformer la ville, hygiénisme, réformer le corps social, notamment par l'architecture, autour du travail, notamment, et de l'activité, et pas le travail, une certaine conception du travail, quoi, émancipateur. Et du coup, tu vas sur autre chose. Et ça, c'est en allant dans les archives consulter les documents. T'as fini par raconter quel Garnier en allant ne pas les trouver, quoi, surtout. Donc j'ai lu Travail de Zola, etc. Et moi, mon angle, en fait, c'était je savais que j'allais faire un portrait en 10 pages, que j'allais raconter de manière de jouer le jeu, de dire la naissance, la mort, qu'est-ce qui se passe entre, etc. Mais mon point de vue, c'était vraiment de parler de cette mission sociale, vraiment avec beaucoup de guillemets, qu'il a l'air en fait de porter depuis les Beaux-Arts, parce que c'est quand même le premier à ce point à théoriser sans les mots, parce qu'il a vraiment en fait il a un dessin rhétorique, il dessine tellement bien qu'il a l'air de forcer la porte d'une forme de réalité quand il fait vraiment ses plans, etc. Et je me suis dit en fait que Zola, ça aurait été une bonne manière de raconter justement ce déterminisme social, les inéquités, sa volonté lui de régir, comme tu disais, le corps social par un travail vertueux. Et finalement, je suis remonté jusqu'à la Croix-Rousse, puisque c'est un fils de Canut, son père est dessinateur en soierie, il est aussi peintre floral, et sa mère est tisseuse. Et en fait, il y avait déjà tout à la Croix-Rousse. Donc du coup, j'ai commencé à lire des thèses sur la Croix-Rousse. Je suis allé voir des historiens, rebelote la même chose. Et en fait, il y avait tout déjà à la Croix-Rousse. Et ça définissait un acte de naissance
du premier urbanisme, puisque c'est le premier urbanisme de l'histoire. Et déjà le déterminisme, enfin son idiosyncrasie, le déterminisme social, il était déjà dans la colline de la Croix-Rousse en fait. Il était déjà dans l'aire industrielle lyonnais, il était déjà dans la manufacture en soierie. C'est des proportions, c'est au-delà de Zola presque. Donc finalement j'avais tout. J'avais pas besoin d'aller ailleurs qu'à la Croix-Rousse. C'est pourquoi, c'est ce que vous avez sur la page 2 et 3, en gros, c'est pour ça que ça ouvre sur l'histoire de la Croix-Rousse. La première page, quand on ouvre le rue de Lyon, c'est une double page, et c'est la genèse de la Croix-Rousse comme une sorte d'autopsie. La première page recouvre à peu près 4 siècles, du 16e, 4 siècles et demi, 4 siècles, si, ouais, du 16e siècle, où en fait il y a à peu près 14 à 15, voire peut-être plus de congrégations catholiques religieuses qui occupent la totalité des pentes de la Croix-Rousse, et qui sont rachetées après la nationalisation des biens religieux dans une sorte de fièvre lotissement par l'élite rentière citadine de la ville, et qui, c'est pas vraiment intentionnel, mais crée la manufacture, ce qu'on appelle la fabrique. La fabrique, le terme existe déjà à la Renaissance, plus ou moins, on le retrouve, mais c'est pas une intention de créer un quartier industriel, c'est advenu parce qu'on manquait de place, et surtout que bientôt la commune de la Croix-Rousse allait être englobée par Lyon. Donc en fait, je fais l'inventaire comme un acte de naissance. À la fin, je cite des chiffres de densité de population, etc. Donc c'est des choses qui ont été étudiées par. Il y a 2 thèses majeures là-dessus, et c'est une densité de population donc de 83 000 habitants au kilomètre carré entre 1880 et 1900. Il y a peut-être que Glasgow ou Londres dans toute l'Europe pour rivaliser avec une telle densité de population, et une telle population, c'est 65 000 habitants sur un si petit espace. Voilà, j'évoque aussi Charles Dickens dans cette première page, qui voit la manufacture en 1845 et qui se promet de plus jamais revenir à Lyon tellement c'est puant, dense, chaud. Il dit que c'est une ville qui a toutes les qualités aspirées par un seul quincaillier. Et quand j'ai lu tous ces trucs-là, je me suis dit c'est pire que Zola, quoi. Enfin, parce que Zola il y va quand même, il tartine quoi. Et donc j'ai préféré faire cette autopsie, et mon angle de vue pour le rue de Lyon c'est devenu ça en fait, l'acte de naissance, c'est une cité industrielle qui ne dit pas son nom, la Croix-Rousse, la manufacture en soi, et le premier urbaniste de l'histoire qui veut régir, qui veut recréer une cité industrielle, recréer une cité industrielle puisque c'est le nom de son manifeste, Seine, et qui veut réparer tout le dysfonctionnement de son lieu de naissance. Donc après c'est devenu très clair et j'ai foncé après. Et du coup, on va peut-être revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, justement sur la cité industrielle. Alors là, on vous a mis des extraits de la cité industrielle de Garnier. Ça, c'est oui, c'est ça. C'est des grandes planches aquarellées de sa cité industrielle. Que vous avez là par ailleurs, enfin que vous avez en partie dans l'expo. Il y a tout à l'exposition des archives. Ça a été réédité là cette année, là pour le 150. C'est ça. La cité industrielle a été publiée. Alors tous les dessins sont antidatés, c'est un enfer. Hein. Il y a comment dire. C'est 18 ans de travail, la cité industrielle, compilée en un livre, qui sort vraisemblablement en 1918. Alors, je dis 1918 aussi pour les gens qui écoutent le podcast, qui vont dire peut-être mais non, c'est 1917. Eh bien, c'est vraisemblablement 1918, parce que les archives ont refait de la recherche, le musée urbain Tony Garnier aussi, et les archives sont tombées sur une lettre il y a quelques mois de Garnier qui demande à Nantes, à la ville de Nantes où il a failli réaliser de grands abattoirs, de l'argent parce qu'il faut qu'il paye son éditeur pour réaliser un livre. Et il le dit avant l'armistice, un peu avant, en 1918. Et jusque-là, pendant 100 ans, les historiens étaient sûrs que c'était sorti en 1917. Donc non. Donc l'avantage aussi de travailler avec les institutions qui conservent les biens et qui vont faire les expositions, mais ça aussi c'est sans doute possible que pour une BD locale, puisque moi j'ai juste à prendre le bus pour aller les voir, tu vois. Je vais pas avoir un spécialiste qui habite à, je sais pas moi, à Brest, tu vois, traverser la France pour. C'est que je sais je suis au courant de la recherche. Et j'essaye d'être le plus juste possible pour tout ce qui est antidaté, dont on retrouve les dates, aussi on va dire le téléphone arabe historique entre historiens, qui parfois tu te rends compte qu'ils sont pas tous allés aux archives aussi. Tu fais ta chronologie. Je fais ma chronologie, c'est-à-dire que tu dois refaire une chronologie archivée, et ça te permet de passer au peigne des manières d'écrire chez les autres, des manières de dater, de se repérer. Et là le contexte était parfait, tout le monde refaisait de la recherche, ça n'avait pas été fait depuis je sais pas 30 ans. Donc j'ai pu avoir une chronologie en fait, parfaite. C'est d'ailleurs ce que vous retrouvez tout le long de la BD, hein, c'est toute la chronologie qui scande les 10 pages, et en fait qui te permettent de donner un fil conducteur extrêmement clair et simple pour raconter sa vie et en fait l'histoire. Moi juste
ouais, celle-ci, je l'aime bien, je la trouve très belle. Il y a un truc qui est important, je pense, à propos de ces dessins, c'est de comprendre. On parlait tout à l'heure de puissance rhétorique de l'image. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais on disait là. Si, c'est ça, ouais. Moi, c'est ça, l'idée rhétorique. C'est-à-dire, en fait. Ce que vous voyez, juste un truc, c'est que Garnier n'aime pas écrire, il aime pas non plus forcément être là. Il n'y a pas de texte, en fait. Non, il y a pas de si, il parle avec le dessin, quoi. Il dit quelque chose avec le dessin. 5-6 pages de texte, et c'est, comment dire ça? C'est pas, il définit pas un dogme, il définit pas des concepts, très clairs. Enfin, très clair. Il va faire école, il est déjà professeur, il est déjà reconnu, il est déjà connu de partout. Mais il est pas comme le Corbusier, on va dire. Il est pas là pour, tu vois, redéfinir un nouvel homme, pour faire un manifeste, pour surtout tout ratiboiser, pour pouvoir construire. C'est pas du tout le but de Garnier. C'est pour ça qu'il est urbaniste, c'est qu'il compose avec les villes qui existent déjà. Même si sur la cité industrielle, il définit une utopie dans le sens où ce qu'on voit là, les dessins, donc on voit qu'il y a 2 collines, il y a même un confluent, donc. Ça c'est autre chose. Ça évoque largement Lyon, bien sûr. Là, on pourrait même dire, enfin, on voit clairement Rome de Vallon. aussi, ouais, très clairement. Il définit un lieu inexistant pour pouvoir justement déployer ses idées. Mais son argumentaire, il y a 164 planches imagées. Soit c'est des rendus comme ça, soit c'est des plans, soit c'est des élévations. Donc ça, c'est les élévations, c'est quand on voit tout le bâtiment de face sans effet de perspective en architecture. Et c'est ça son argumentaire. C'est ça que je disais que c'est un dessin rhétorique. Ça, c'est un truc qui est frappant chez Garnier. Enfin, c'est que tout à l'heure, on disait, il fait des dessins, genre ces monuments aux morts, il fait des dessins, bon, pour faire autre chose, enfin, pour travailler son imaginaire ou pour travailler son monde. Je sais même pas s'il voit les choses comme ça. Hein. Je sais pas. C'est moi qui interprète ça comme ça. Non, mais là, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a des dessins qui sont rhétoriques dans le sens où ils veulent persuadés, ils ont une puissance, ils veulent dire quelque chose de ce que doit être une ville en fait. C'est un discours, c'est littéralement un discours complètement. Qui a une valeur de manifeste quasiment. Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pour ça que dans l'exposition qu'on voit là, presque ces dessins-là, ils ont aussi du pouvoir. Et on peut faire le lien avec les dessins d'architectes classiques, enfin les schémas de la halle, les schémas des abattoirs, etc. C'est là clairement, quand on a ces dessins techniques là, c'est clairement des dessins qui ont vocation à être exécutés, à être faits. Donc ils ont du pouvoir parce qu'au bout d'un moment il y a le maire qui va dire, et Rio qui va dire ok, on va construire ça, on va récupérer des soldats allemands et on va te le construire ton truc. Là c'est ce qui est intéressant, c'est que ces dessins là ils ont aussi une valeur rhétorique. Ils cherchent à dire voilà ce qui devrait exister. Et ça, c'est frappant chez Garnier. Enfin, toujours dans l'expo, on le voit hein, quand il fait l'hôtel de Boulogne-Billancourt, l'hôtel de ville. Il dit c'est super parce que j'ai enfin pu réaliser ce que j'avais dans la tête, quoi. Les idéaux de ma cité. Ça a l'air plus facile de travailler à Boulogne qu'à Lyon. Ouais. Peut-être qu'il avait un peu plus de. Ouais, c'est plus simple. Et du coup, c'est intéressant parce que à partir du moment où on a un architecte qui n'est pas architecte mais qui tient un discours par l'image, là, toi, t'as ton lien avec la BD puisque toi, tu fais la même chose. Oui. Oui, mais surtout en fait, il y a un truc, il y a 2 choses là-dedans. Il y a l'affect que vous avez avec, au bout d'un moment, même le bonhomme, tu vois, tu te dis, le dessinateur, tout ça. Et en même temps, aller aux archives, trouver, c'est s'intéresser aussi au langage de l'architecture, les plans, c'est intéressant si tu veux, mais moi je suis pas architecte et j'ai compris que les plans c'était de la traduction en fait. C'est-à-dire que le maire, Rio, il comprend pas l'architecture comme un ingénieur ou un architecte, où il est aussi néophyte que moi. Et là où tu dis que c'est rhétorique, c'est qu'en réalité des documents d'architecture sont faits pour être montrés à des gens dont ce n'est pas le métier. Et ça, moi, je ne savais pas du tout. Ça a été une vraie découverte, et ça m'a donné des billes pour raconter, en fait. Non seulement c'est rhétorique, parce que là, dans ce qu'on voit, on le mettra en document pour les gens qui regardent le podcast, donc c'est des vues de la cité industrielle, c'est les vues qui ont l'air d'être prises depuis dirigeable, donc c'est très impressionnant, il y a une sorte d'effet de réalité qui est là en fait pour t'impressionner, très clairement. Mais les plans, si tu veux, ils paraissent presque comme du Lego, comme du mécano. Ça m'a choqué, c'est-à-dire que la cité industrielle, on dirait un énorme Lego ou un énorme mécano. C'est-à-dire que c'est compréhensible. Alors je ne sais pas si c'est réalisable parce que je suis pas du métier, tu vois, je suis pas de la corporation, mais j'ai compris qu'il y avait un vocabulaire et que c'était une narration et que c'était pas du tout fait pour les architectes. Donc c'est à ce point rhétorique que c'est de la vulgarisation, les plans que tu regardes. Toute la cité industrielle, c'est de la vulgarisation. Enfin, en tout cas, ça s'y apparente beaucoup. Et là, on va peut-être rentrer un petit peu dans la cuisine de ce numéro-là. C'est que moi, j'ai choisi
il n'y a pas de case donc dans la BD que vous tenez dans la main. Dans la BD, on mettra le lien aussi pour les gens qui écoutent le podcast, puisque la BD est mise en ligne. Il n'y a pas de case, c'est pas un biopic, donc c'est pas Garnier qui tient un dialogue à sa maman qui dit ça y est, je pars pour Paris, qui va voir son premier employeur à Paris. Oh merci, c'est très sympa, je vais enfin pouvoir travailler. C'est vraiment en fait des doubles pages qui m'ont été inspirées par les planches d'architecture et les liens en fait d'images sont des jeux symboliques sur l'architecture, sur sa symbolisation. C'est comme les mathématiques, pour que ce soit compris, on symbolise les calculs. Pour l'architecture, c'est la même chose. Et quand tu vois tous les plans de la cité industrielle, tu commences à comprendre un petit peu le vocabulaire. Donc en fait, j'ai rusé et ça m'a permis de m'en sortir. En fait, si tu veux aussi d'aller voir ces archives-là, de toutes les voir, de toutes les numériser, de les demander un peu avant les autres, etc. Et je m'en sers, et je me sers de l'architecture pour créer des cases. Si une fenêtre s'ouvre, je vais sans doute mettre du texte dedans. Si la façade est nue, je vais sans doute jouer avec des projections d'images dessus. Donc j'essaie de faire quelque chose qui évoque l'archi et son langage, sans les cases, sans les dialogues, mais qui n'est qu'un jeu d'évocation tout le temps. En fait, dans le jeu texte-image, je parle. Ouais, c'est la façon dont tu composes. Oui, quand je compose ta les images. double page, tu composes ça comme à la manière dont on pourrait construire une façade. Il y a certaines pages c'est comme ça, d'autres ça ressemble beaucoup en fait aux planches d'architecture ou de diplômes d'élèves d'archi ou de ce qu'on voit dans la cité industrielle, c'est-à-dire donner le plan, donner l'élévation, etc. Tu le fais notamment où est-ce que tu le fais? Peut-être on peut montrer. Il y a un truc dont on peut-être parler, c'est que donc il y a une typographie que j'ai créée, une police de typo que j'ai créée pour le. Juste pour qu'on puisse. Ouais. Bon alors ça c'est une vidéo qui montre. Quand vous montrez bien moins, quand même ce travail de la case, enfin de la fenêtre, juste. Ouais. C'est là vous voyez la vidéo des. Ouais. Est-ce que tu peux revenir au document où il y a que le texte? Ouais, bien sûr. Merci. Et avec les storyboards à côté. On va vous montrer en fait. J'ai ramené. Mais c'est coup de bol. J'ai gardé toutes les étapes de. Il est là construction. ou il est où? C'est dans. Technique, piste. Non. Work in progress. Work in progress, hein, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il est ça? C'est la couve, donc ça. C'est toutes les étapes de la couve. Ça, c'est toutes les étapes de la couve. Va plus bas. Tout en bas. PL1. Ah oui, c'est là. Olé. Attends. Vas-y, fais. Voilà. Quand j'ai su que j'allais faire ça, donc là vous avez le grand. Ça c'est la première étape. Ouais, c'est le grand désarroi. Ouais. C'est-à-dire que c'est le vide, c'est le désert. C'est le désert, c'est le vide. C'est la grande diagonale du vide. En fait, quand j'ai eu mon texte que j'ai vraiment synthétisé autant que je pouvais, il y a même le directeur des archives qui l'a relu. Il y a tellement de gens qui ont relu ce texte. Donc il y a vraiment la substantifique moelle de tout. Et comme je savais que j'allais faire des doubles pages, j'ai commencé à littéralement disséminer des paragraphes de texte dans l'espace de double page. Donc j'ai pas du tout dessiné page après page. J'ai fait double page. C'est hyper important sur ce qu'on disait tout à l'heure. Pardon, je te coupe, mais sur l'art séquentiel, vous voyez là, c'est pas une séquence, hein. C'est une toile en fait. Et c'est pas pour rien. Enfin, je glose, hein, mais c'est pas pour rien aussi que t'es quand même beaucoup parti de l'illustration à la base, pas forcément de la BD en tant que séquence, mais de l'image fixe. Comment on convoque une idée par une image fixe? Bah là, en fait. On pense, là, ce que tu penses, c'est d'abord la mise en page, c'est d'abord l'espace, le blanc, et après, on organise la séquence qui va venir vous expliquer dans quel ordre on va aller. Alors, bien sûr, il y a la séquence chronologique, parce que là, tu utilises les dates, donc voilà, mais c'est hyper important parce que la pensée, elle est d'abord picturale. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment l'espace de la double avant d'être une séquence. Ensuite, il y a le premier storyboard, donc là le trait est bleu par exemple, je savais que j'allais faire l'élévation de la Croix-Rousse, donc j'ai commencé à habiller tout ça. C'est aussi inspiré de certains dessins, de certaines choses, mais donc ça c'est clairement le storyboard, et ici la double page que vous tenez dans les mains. Et ce qui nourrit là cette double page de storyboard, c'est tout un tas de notes qui sont juste ici, qui sont des notes graphiques, donc c'est ce carnet qui est ici. J'en ai fait des scans qui sont juste là. En fait, on va remonter. Ils sont... Non, c'est bon. Sinon, tu remontes. En fait, quand j'ai ce vide-là, je sais quand même un petit peu comment je vais l'habiller. Je sais que ça, par exemple, c'est la page 3 et 4, c'est Paris, Rome, les années de formation. Donc je sais très bien, j'ai toute une banque d'images qui est à la fois mes notes personnelles. On va remonter un petit peu. Ça, c'est donc les carnets de notes de Christophe. Hein, sur Voilà, c'est en fait que du texte et de l'image. Et ça, par exemple, c'est
c'est un timbre-poste qui est l'élévation de la Croix-Rousse que je voulais faire. Donc c'est vraiment très modeste, mais j'essaye de le faire même si je sais pas comment le dessiner pour être sûr de pas l'oublier. Et c'est drôle parce que vous voyez le dessin qu'on voit juste au-dessus, je fais une espèce de commentaire en direct, mais l'espèce de serpent là, c'est tramé. C'est le sens de lecture. En fait, c'est ce que vous retrouvez là. Cette image-là, en bas de la page 3, c'est l'idée de la trame. Mais la trame comme métaphore de la lecture dans ton cas, et la trame. C'est toi qui vois ça. Non, mais on peut y aller. Après. Attention, ne le laissez pas faire. Ah, c'est Tony Garnier, ça. Ouais. Bon, là, c'est Zola. Oui, c'était une fausse piste. Là, il y a un projet de page 1 et 2 que j'ai pas retenu du tout. Ça, c'est Garnier qui part pour Rome. J'ai pas gardé l'idée de. Enfin, tu vois, si j'ai une idée, la moindre idée, je la dessine ou je l'écris. Il y a des endroits où j'ai fait des vis-à-vis, je vais vous montrer. Ça, par exemple, c'est la première fois que je me suis dit, hey, je vais faire des paragraphes avec les dates, et ce sera justement dans la Croix-Rousse. Donc, on retrouve, il y a plein d'indices, page 1, 2, 3, j'ai pas fait ça comme ça. Je cherche aussi le visage de Garnier, bien sûr. Ça, c'est son père, c'est quasiment strictement celui qu'on voit. Ça, c'est la Martinière, le portail, je l'avais dessiné. Donc, d'une certaine manière, Ça, c'était une idée de couve. C'était une idée de couve que j'ai pas gardée. Je cherche les vis-à-vis, je vous les trouverai plus tard. Ouais, reviens. Mais quand je suis dans le blanc, voilà, j'ai déjà une banque d'images personnelles et j'ai aussi toutes les archives avec moi. Donc je sais que je vais devoir composer, tu vois, avec. Je suis pas sans images quand je fais ça. Ouais. Voilà, et après c'est ni plus ni moins que le même jeu. Hop là. Ouais, ça charge. Tout doux bijou. Tout doux bijou. Et après, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. C'est intéressant parce que, vous voyez là, enfin, tu fais ça beaucoup, mais cette zone-là, t'as repris clairement les croquis d'architecte. Ça, c'est une archive scannée, que j'ai collée sans aucun scrupule. Donc, vous voyez le travail ce qui est intéressant, c'est le travail de l'archive, en fait, que fait Christophe. C'est, on va aller chercher pour être sûr de ce qu'on raconte. Évidemment, on va lire les historiens, etc. On va aller chercher aussi pour... Peut-être d'ailleurs on va s'arrêter là-dessus. S'il est 26, je sais pas. Enfin, on verra. Ouais, il est 26. On va aller chercher pour se construire aussi une bibliothèque d'images. Enfin, tu m'arrêtes, hein, mais on va aller chercher pour se construire une bibliothèque d'images, un carrousel, quoi. Enfin, un espèce de monde imaginaire à soi, en plus des croquis que tu as pu faire, en plus de l'expérience de la ville qu'on a. Et puis après, on va s'en servir dans le corps même de la BD. Mais ça, c'est particulièrement intéressant, en fait, dans le corps même de la BD, mais pas pour dire... pas pour, comme Tony Garnier le faisait, pour dire voilà à peu près comment on doit construire. Tu le convoques, en fait, comme une espèce de toile d'arrière-fond, tu vois tu vois pas. Le sens de l'archive, il change, en fait. Quand tu le convoques là. Ah ben moi quand tu mets l'archive là, je fais une conversion si tu veux. Voilà, il y a une conversion. Ce truc là. Oui. Qui est c'est la seule pièce d'archive qui est par dessinée. Voilà. C'est un plan de la cité industrielle. C'est un plan de la cité industrielle, c'est ça, ouais. Ah, faut savoir qu'aussi ça date de janvier 2019, l'œuvre graphique de Garnier est dans le domaine public. Voilà. Vous saurez. C'est bon à savoir. Donc tu vois, c'est intéressant. Enfin, vous voyez, pardon. C'est intéressant, je trouve, ces phénomènes de conversion en fait documentaire. On part de l'archive et après ça devient un élément de la grammaire visuelle de la BD, qui a pas vocation à dire ça c'est un plan d'architecte. Ça a vocation à évoquer un univers, une vision, quelque chose en lien aussi avec Le Corbusier par un jeu là pour le coup image-image. C'est-à-dire qu'en fait l'ombre de Le Corbusier se projette sur la cité industrielle. Donc on sent que Le Corbusier il est dans le même espace intellectuel, quoi. Et du coup c'est intéressant. Enfin je trouve ces rapports d'inclusion de l'archive qui ne sont plus des archives, mais qui deviennent des éléments d'une grammaire visuelle, quoi. Mais qui viennent dire, je vous parle bien de Tony Garnier l'architecte, mais je vous parle pas de Tony Garnier l'architecte qui veut faire construire des bâtiments. Je vous parle de l'architecte qui imagine une ville, qui a une espèce de vision de la ville, une poétique de la ville. En fait. Moi, il est complètement visionnaire puisqu'il voit en image. Pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est pas forcément être prophète, tu vois. Garnier, il est visionnaire au titre qu'il voit tout par l'image. Et Le Corbusier, donc je le fais intervenir. La rencontre a vraiment eu lieu. Hein, c'est pas quelque chose. Là, on voit Corbusier qui dialogue rue de l'Arrêt avec Garnier, puis après à ses côtés. C'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils se sont écrits. Enfin, Le Corbusier surtout a écrit à Garnier, parce qu'on n'a pas les réponses de Garnier. Donc je sais pas s'il le snobait, je pense pas. Mais enfin bon,
Bon, peut-être. Et le Corbusier a vraiment conceptualisé un petit peu les silences de Garnier, mais c'est pas grave, hein, je dis pas ça pour. Mais il a vraiment. Enfin, après, c'est tout le délire de la charte d'Athènes. C'est en gros un manifeste 1929-1930, peut-être, je crois, avec plusieurs architectes, le Corbusier, tout ça, qui sont un petit peu, je dirais quand même, la porte ouverte vers l'enfer, c'est-à-dire les grands ensembles, les grandes banlieues. Ratiboiser les anciennes villes, etc. Bah maintenant on peut le dire, hein, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Et donc le Corbusier, je le fais intervenir auprès de Garnier. Ce sont des éléments d'une lettre que j'ai mis en dialogue, donc c'est pas du tout des dialogues imaginés, y compris lorsqu'il lui dit qu'il fera école, etc. Et encore, c'est un panégyrique, hein, j'aurais pu mettre 1000 autres choses. Et je reprends le dessin ensuite imaginaire de Garnier pour mettre le Corbusier dedans, volontairement, parce que le Corbusier, lui, il pense déjà à écrire son manifeste quand Garnier, la guerre, ça l'a tellement marqué qu'il est plus capable, qu'il est obnubilé pendant 4 ans par en fait une œuvre personnelle, créer des monuments mémoire imaginaires, créer une cité céleste qui est une poétique du dessin très personnelle. Et je mets le Corbusier là-dedans parce qu'il touche plus une bille, c'est pas son continuus vac à ce qu'il a à faire. Donc ça devient intéressant là aussi, de manière dans le discours des, tu vois, de prendre une archive pour une scénographie parce que là, l'image est belle, parce que bien sûr elle est évocatrice. Mais surtout, je peux mettre en tout petit un personnage qui n'est pas de ce monde, comme le Corbusier, et qui parle dans le vide. Et un personnage qui a enfanté ce dessin, je le mets dans son dessin, et lui, c'est son monde. Donc Garnier, puisque c'est lui qui a dessiné ce dessin que vous voyez dans la. On l'avait montré tout à l'heure. Alors pas dans la case, mais le dessin qu'on a montré. Ces grands dessins lacustres avec ces grandes villas. On sait jamais si c'est des tombeaux ou des maisons à vivre. C'est très ambigu. Ok. Est-ce qu'on va peut-être ça. On peut conclure, je ne sais pas. Il y aura des questions un petit peu. On va s'arrêter là. Oh là, ça s'envole. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que bon, vous voyez, on pourrait parler très longtemps de tout ça, notamment le travail que tu as fait autour de la typographie. Mais bon, on peut peut-être vous montrer vite fait. On pourra en parler dans les questions. Voilà, c'est rien du tout. Hein, c'est juste vraiment. Non, parce que pour finir sur l'archive. La typographie, par exemple, Oups, vas-y, les Macs, c'est insupportable. Juste la typographie, notamment celle du titre que vous voyez. Celle du titre de la revue, je me suis inspiré de celle de la Bourse du Travail pour évoquer l'époque. Alors, Garnier n'a pas réalisé la Bourse du Travail, il avait un projet pour la Bourse du Travail qui était bien plus vaste, plus ambitieux, Place Jean Massey, mais c'est néanmoins un collègue à lui qui est un peu dans la même école de pensée, on va dire. Donc voilà, ça par exemple, c'est des outils d'évocation qui sont. Enfin, il y a que moi qui panne le truc, mais voilà. Et j'ai créé la typo que je vais mettre en open source d'ailleurs, qui s'appelle la Tony Garnier, qui vient en fait de toutes les typos qu'il utilise pour ses plans. Alors voilà les archives que je suis allé fouiller, et j'ai pris toutes les lettres. Il y a 3C, 3N, 3G, 3H. Donc c'est une typo qui à chaque fois, en plus, génère des caractères de manière aléatoire. Et je nettoie les archives, c'est-à-dire qu'à partir d'un plan comme ça, je le clean, c'est-à-dire que je mets les blancs très blancs, les noirs très noirs, pour le dire vite, et je vais chercher mes typos et je crée les caractères qui n'existent pas. Il n'y a pas de W, c'est introuvable, il n'y a pas de K, j'ai créé l'arrobase, des trucs comme ça. Donc ça, par exemple, avant même de dessiner, j'ai créé la typo et je l'ai disséminée dans l'espace sur les doubles pages qu'on voyait où il n'y a que le texte, et après j'ai commencé à travailler. Et ça, par exemple, c'est des outils d'évocation qui sont pas les plus puissants, mais on peut aller chercher une archive pour créer une automatisation. Et en fait, j'écris en cité industrielle. Ouais, c'est ça. Et je crée l'ambiguïté. Quand je recycle, tu disais, enfin, je convertis les objets d'archives en langage de BD. La typo le fait aussi parce qu'en fait, j'écris comme la cité industrielle et ça crée l'ambiguïté. Parce que dans l'image même de la typo, donc la typographie, bon, c'est évidemment la police de caractère utilisée pour écrire le texte, mais pour écrire le texte, il faut toujours une image, c'est-à-dire que la typographie, c'est le travail de l'image du texte, pas seulement ce que dit le texte, mais la gueule qu'il a, en gros. Et là, c'est un travail du texte comme image. Et du coup, si c'est une image, ça veut dire que ça évoque une époque, un certain contexte social, un certain contexte historique. Et là, tu joues là-dessus en disant, en fait, vous voyez, dans la façon même dont j'ai écrit, dans l'image même du texte que j'utilise, je suis en train de parler le Garnier, quoi. Ouais, c'est quand je disais tout évoque tout le temps tout. Ça fait partie de ça. Et peut-être pour conclure, au début on introduisait sur la BD documentaire. Moi j'avais pas prévu du tout d'en faire. C'est-à-dire que j'ai des collègues d'atelier qui sont professeurs de scénario ou de bande dessinée à l'école Émile Cole par exemple, et qui abordent la bande dessinée documentaire. Et il est très clair que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus séduisant. Mais même moi, je les aurais eu en tant que prof.
Je leur dis ouais, mais moi je sais pas, je veux faire de la fiction, enfin je veux faire des grands arcs narratifs, créer mes univers pour le dire vite. Finalement j'en fais. Bon, alors bon déjà parce que tu trouves du boulot comme ça, bien sûr, mais en réalité, en fait moi je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça pour une raison très particulière. Après moi j'ai tendance à chercher le symbole là où il se trouve et à le digérer pour en faire mes outils narratifs. Et en fait, c'est super excitant. C'est-à-dire que tu vas dans une période historique, l'Antiquité, je ne sais pas, la Restauration, la Renaissance, etc. La vie d'un architecte, et tu récupères les billes du moment historique, de la manière dont il se raconte, ou de la manière, oui, dont il s'énonce. Perçoit son époque. En fait, c'est comme si tu trouvais des modes d'énonciation, c'est-à-dire des pouvoirs d'auteur, de raconteur, enfin de conteur en fait nouveaux. Et là, par exemple, le langage des planches d'archi, je le connaissais pas du tout, et j'ai pu avoir une grammaire supplémentaire. T'enrichis ton vocabulaire. Mais complètement. Mais c'est même de la grammaire, c'est plus que ça. C'est-à-dire que tu as vraiment des modes d'énonciation en plus. Et je pense t'as des façons de parler, des façons de raconter une histoire. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment ce qui m'excitait le plus, c'est-à-dire dans la BD documentaire, m'installer dans un moment historique, essayer de capter les modes d'énonciation qui sont dedans. Et en réalité, ils sont même pas anachroniques parce que le pouvoir de la BD, c'est qu'elle peut tous les réutiliser. Ça, c'est vraiment le mystère total pour moi. Tu parlais de poétique de la BD, bah, pour moi, c'est ça. C'est que la bande dessinée se fait toujours comprendre. J'aurais voulu l'amener, mais en fait, on peut pas avoir le son ici. Je vous conseille de le voir. Je crois que c'est sur Vimeo ou sur YouTube. Vous connaissez Étienne Klein, peut-être? C'est un vulgarisateur scientifique sur la physique quantique, tout ça. Il est sur France Culture. Il est aussi scientifique. Et en fait, il a rencontré un auteur de BD il y a pas longtemps qui s'appelle Francis Mas, qui est un vieux briscard de métal hurlant qui s'est remis un petit peu à retravailler. Et il lui disait, vous avez de la chance, les auteurs de BD, c'est que vous faites toujours comprendre. Par exemple, les petites gouttes d'eau de stupéfaction qu'il y a autour d'un personnage, les étourdissements avec ces sortes de traits en spirale. Alors que nous, quand on symbolise un calcul, personne le pige. Tandis que quand il y a une bande dessinée, la moindre émotion suggérée, l'étourdissement, la berlue, la peur, l'effroi, la surprise, tout le monde comprend sans avoir besoin d'être traduit, transposé dans un autre langage. Et alors ça a un nom, ça s'appelle les Emanata. C'est encore un Américain qui a appelé ça, c'est-à-dire les petites gouttes que vous avez de surprise, etc. Et donc voilà, d'une certaine manière, c'est le grand pouvoir de la BD, c'est qu'elle arrive toujours à se faire comprendre. Après, il y a peut-être un côté où c'est une bibliothèque qui fait pas peur. C'est toujours déjà à ta portée, bien sûr. donc tu y vas forcément. Mais ensuite, voilà, le plus grand mystère, c'est de le constater en allant dans un moment historique qui est pas le mien, raconter comme on racontait, tu vois, et que ça marche. Voilà. Pour l'instant, ça me surprend. Donc. On va s'arrêter là. Ben oui. Enfin, on va s'arrêter là. Non, on va prendre des questions. On va prendre des questions ou des remarques ou revenir sur des points. On a le temps, tranquille, quoi. Voilà. On a même des micros qui marchent et tout va bien. Non, alors moi j'en fais passer un s'il y a des questions, bien sûr. Alors, mais je ne vous vois pas bien, voilà. Est-ce que quelqu'un a une question ou un truc, enfin une remarque, un truc à dire. Enfin, si c'est peut être en rapport avec Tony Garnier, c'est mieux, mais préférence. Sinon, on peut discuter. Drop mic. On s'en va. Peut-être des trucs où on a été pas clair. Ouais, est-ce qu'on a été pas clair sur quand on vous disait est-ce que vous voulez revenir sur des images? Il y a 2/3 des images qu'on n'a pas montrées. On va pas vous faire le supplice de vous garder pour vous montrer tout ça. Mais si vous voulez voir des choses plus spécifiques de la cité industrielle ou il y a d'autres trucs de découpage que j'ai pas montré. Enfin, c'était clair tout ça, vraiment? Eh ben, merci alors. Bah ouais, merci à vous. Très bonne soirée. Merci encore de votre écoute. Ça fait plaisir.